Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des comportements dits déviants et plus précisément d'une étude sociologique extrêmement connue sur la déviance menée par nul autre que monsieur Howard Baker dans son ouvrage Outsiders, qui est un immense classique en sociologie, et on va étudier en fait ce qu'est la théorie de l'étiquetage, comme il l'a nommé lui-même, pour essayer de comprendre, de son point de vue, comment est-ce qu'une société produit la déviance en son sein. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sache que j'ai deux playlists de vidéos qui peuvent t'intéresser, que tu pourras retrouver dans la description. La première, c'est une playlist dans laquelle je mets toutes les vidéos de résumés de livres assez détaillés, en tout cas pour cette année 2020. On verra si je continue l'année prochaine, mais a priori oui. Et la deuxième playlist, c'est des vidéos de sociologie pure et dure, dans lesquelles j'approfondis certaines notions, certains concepts importants en sociologie, que tu trouveras aussi du coup dans la description si ça t'intéresse. Comme je le disais, Outsiders, c'est un grand classique en sociologie et il s'inscrit dans un courant qu'on appelle le courant interactionniste. Donc je te laisse regarder dans la fameuse série de vidéos sur la sociologie ce qu'est l'interactionnisme symbolique, parce que je ne vais pas tout réexpliquer ici. Mais du coup, c'est une étude en fait qui explique que la déviance, contrairement à ce qu'on avait pu voir jusqu'à ce moment-là, selon Howard Baker, est un produit de la société et s'inscrit dans un processus d'interaction entre les individus et les institutions, entre les groupes sociaux, etc. C'est une étude qui date assez parce qu'elle a été menée dans les années 1960, je crois, je suis pas sûre. Ah oui, c'est ça, du coup, ça date quand même de 1960, du coup, forcément, par rapport à ce qu'on peut savoir aujourd'hui à ce sujet, peut-être qu'il y a des termes qui peuvent être un peu déroutants, comme par exemple le fait qu'ici, on parle de l'homosexualité comme d'un comportement déviant, puisque l'homosexualité, pendant longtemps, a été perçue comme un comportement déviant, et encore aujourd'hui, c'est le cas dans certains contextes. Ce n'est de loin pas le premier auteur à vouloir comprendre ce qu'est la déviance, quels sont les comportements déviants, pourquoi ils sont considérés comme tels. Avant lui, il y avait déjà pas mal de personnes qui avaient établi des théories. On va voir lesquelles existaient à cette époque-là et encore d'ailleurs aujourd'hui. Notamment en sociologie, on avait beaucoup étudié la délinquance et la toxicomanie pour se pencher sur la question des comportements déviants. Mais il n'y a pas que la sociologie qui s'est intéressée à la déviance, il y a aussi le domaine médical, psychologique et bien d'autres. Et là, on a une nouvelle proposition du coup avec des ouvrages comme celui de Howard Baker qui propose une vision de la déviance qui va complètement à l'opposé de tout ce qu'on pouvait jusqu'alors établir et conclure de ce que c'est la déviance. Et du coup, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit parce que ça a énormément chamboulé en fait les visions de l'époque. Et même, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui seraient pas du tout d'accord avec sa vision de ce que c'est la déviance. Et du coup, je pense que c'est une bonne vidéo pour qu'on en débatte, pour qu'on en discute dans les commentaires. Donc libre à toi de le faire, toujours dans la bienveillance et le respect, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'inscrit dans un courant de pensée sociologique qu'on appelle l'interactionnisme symbolique. C'est-à-dire que là, on va pas analyser un individu qui serait déviant et des raisons personnelles à sa déviance, ou un mal intrinsèque, bref, on verra les différentes hypothèses qui ont existé, mais on va prendre en considération énormément d'éléments extérieurs à l'individu déviant pour essayer de comprendre comment est-ce que la déviance a pu naître. Avant toute chose, c'est super important de définir du coup qu'est-ce qu'on entend par le mot déviance, puisque on peut constater que selon les cultures, selon les époques, selon les contextes sociaux, politiques, etc., la définition elle n'est pas toujours la même et que parfois un même comportement va être considéré comme déviant et dans d'autres circonstances non. Donc déjà le premier truc qu'on peut dire à propos de la déviance, c'est que ça définit quelque chose de très vaste et de très flou dont les limites sont difficiles à établir. En tout cas, une chose est sûre, on peut définir la déviance en fonction du concept de norme, puisque par définition, la déviance, c'est ce qui n'est pas dans la norme. Déjà sur ce point, je pense qu'on peut être tous et toutes d'accord sur le fait que la notion de norme, elle est centrale pour définir la déviance. Mais c'est à peu près la seule chose sur laquelle on est sûr, puisque on va voir qu'il y a plein de définitions possibles de la déviance en fonction des personnes qui l'étudient, du contexte dans lequel elles énoncent ces définitions, et on va en voir quelques-unes. Par exemple, on a une définition de la déviance en tant que l'essence humaine, c'est-à-dire que la déviance serait innée chez tous
tous les êtres humains, et que la différence entre une personne déviante et une personne qui ne l'est pas, c'est le fait de laisser la déviance se manifester, se produire, mais qu'en gros elle ferait partie de tous les êtres humains et qu'il faut savoir la contrôler. Une autre hypothèse pour essayer de définir la déviance, c'est plutôt purement statistique, donc c'est juste on va analyser en chiffres quels sont les comportements moyens d'une population, et donc tout ce qui sort de cette moyenne que l'on va définir va être considéré comme un comportement déviant. Et parfois c'est même pas juste une question de comportement, ça peut être juste une caractéristique de la population, c'est-à-dire qu'on peut se dire tiens, les êtres humains qui naissent je sais pas moi avec les cheveux roux ou qui sont gauchers, comme il le prend comme exemple, ils sont déviants puisque par rapport à la moyenne d'une population, être roux ou être gaucher, ça sort de la moyenne, donc rien que dans des caractéristiques qu'on n'a pas choisies et qui ne sont pas des comportements, on peut déjà, en fonction de cette définition, définir que il y a des caractéristiques chez les personnes qui sont déviantes par nature, donc on revient un peu à la première définition, mais là on rajoute justement cette notion de chiffres et de statistiques. On a une autre définition de la déviance comme étant une pathologie médicale, et donc pour illustrer, je vais te lire un passage du livre qui l'explique très bien. Donc il dit « Les médecins et en particulier les psychiatres se sont mis à qualifier de maladie tout ce en quoi ils pouvaient détecter un signe de dysfonctionnement par rapport à n'importe quelle norme. Donc l'agoraphobie, par exemple, est une maladie parce qu'on ne devrait pas craindre les espaces ouverts. L'homosexualité est une maladie parce que l'hétérosexualité est la norme sociale. Le divorce est une maladie parce qu'il signe l'échec du mariage et du coup, en moyenne, les gens ne se divorcent pas. Donc ça, c'est une définition plutôt psychiatrisante, médicale de la déviance. Et on a une autre définition qui serait du coup la déviance comme une dysfonction sociale. Là, je te renvoie à une vidéo que j'ai faite sur ce qu'on appelle le fonctionnalisme en sociologie, et du coup, je vais pas m'attarder sur cette définition parce qu'il y a déjà toute une vidéo détaillée là-dessus, donc je te laisse aller voir si tu as envie d'aller plus loin pour cette définition-là. Mais du coup, qu'est-ce qu'il pense Becker de la définition? Lui, il dit « Les groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue la déviance. » Grosso modo, il dit « La déviance, elle est créée par le fait de légiférer, de réglementer les comportements qu'on considérerait comme tels, et donc en faisant cette réglementation, on produit la notion de déviance puisqu'on sait que ces réglementations vont être transgressées. Et selon lui, le seul point commun entre tous les comportements déviants et toutes les personnes déviantes serait l'étiquette de déviant, mais qu'en soit, toutes ces personnes-là n'ont rien en commun d'autre que cette étiquette. Pour te donner un exemple concret, il va faire tout un chapitre sur la consommation de cannabis aux États-Unis dans ces années-là, et il va dire que pendant extrêmement longtemps, le cannabis n'était pas du tout une substance illégale, la consommation de cette substance n'était pas du tout perçue comme un comportement déviant, tout le monde s'en battait les couilles et tout allait bien. Et il y a eu un moment où la société, les gouvernements, les institutions ont décidé, ça c'est son avis, ont décidé de rendre la consommation de cannabis déviante, et donc ils ont créé des lois dont ils savaient qu'elles allaient être pas respectées, pour justement pouvoir détecter quels étaient les individus qui n'allaient pas respecter la loi et donc qu'on pourrait qualifier, étiqueter de déviants. C'est-à-dire qu'avant, les consommateurs et consommatrices de cannabis n'étaient pas déviants, on a créé ces lois, et comme ils ont transgressé ces lois, on va définir qu'ils sont déviants parce qu'ils ont transgressé la loi. Et donc ça c'est un exemple pour dire que on a réussi à faire que dans la société la consommation de cannabis soit vue comme un comportement déviant alors qu'il ne l'était pas avant que les institutions décident que ça le soit. C'est de là que va naître ce qu'on appelle en sociologie la théorie de l'étiquetage, qu'on va décortiquer juste après dans la vidéo, mais grosso modo, en fait, c'est l'idée que en étiquetant des individus en tant que déviants, ou même des groupes d'individus en tant que déviants, on va provoquer la carrière de déviants chez ces individus, et donc c'est à partir de l'étiquetage, à partir de la démarche de définir qui sont les personnes déviantes et celles qui ne le sont pas, que l'on va créer encore plus de déviance. Mais ça, je vais vraiment plus le détailler juste après. Pour appuyer son propos, il va donner des exemples en expliquant que si on prend un groupe social quelconque, qui donc a une opinion sur ce qui est moral, immoral, déviant, pas déviant, etc., et qu'on observe d'un peu plus près les comportements entre ces individus, on peut constater que lorsque
un individu a un comportement déviant mais discret, c'est-à-dire, voilà, on va voir qu'il fait quelque chose de déviant mais pas à la vue de tout le monde, en cachette, qu'il n'y ait que quelques yeux un peu curieux qui l'aient vu, ou que ce soit seulement une personne qui l'ait vu et qui va en parler à d'autres, et ben quand ça se passe en discrétion, les gens ce qu'ils font habituellement, selon Becker, c'est qu'ils vont en parler entre eux, toujours aussi discrètement, ils vont critiquer, ils vont jaser, en parler voilà, au café du coin, etc. Mais ça va pas forcément aller plus loin. Même si le comportement déviant en question est un comportement qui pourrait être vu comme un comportement grave, tant qu'il est fait en discrétion, c'est vrai que la tendance commune, du coup, c'est de se le dire d'une personne à l'autre, comme un petit secret, etc. Mais c'est pas très courant qu'une personne décide d'exercer un châtiment sévère envers l'individu qui aurait été déviant, parce que la plupart du temps, selon Howard Becker, tout ça reste un peu étouffé, mis sous le tapis. Cependant, il dit que dans le même groupe social, si ce même individu déviant aurait fait la même chose, mais pas en discrétion, mais plutôt en plein public, devant tout le monde, et que ça ait fait un immense scandale, et ben là, l'opinion publique va hurler à la peine de mort, au châtiment extrême, etc. et va vouloir procéder à des opérations d'humiliation publique, de punition exemplaire, etc. Donc en fait, ce qu'il veut dire à travers ces exemples, c'est qu'en gros, est déviant ce que la population décide de mettre en lumière comme déviant ou pas. Et donc que c'est un processus qui s'inscrit forcément dans une relation, puisque en soi, il n'y a aucune différence entre l'individu qui commet son acte déviant discrètement ou en public. La différence entre ces deux situations, c'est que dans un cas, on va moins considérer que c'est déviant parce qu'on va étouffer tout ça, alors que dans un autre, on va appuyer le côté déviant grave de la situation. Et ça, c'est possible grâce à la réaction des autres. On peut constater aussi que souvent, il y a des facteurs qui vont influencer le fait qu'on définisse ou non un comportement comme déviant ou pas. Comme par exemple le temps, pour commencer, s'il y a un comportement déviant qui a eu lieu genre il y a 50 ans, on va peut-être moins le considérer comme déviant que s'il était arrivé la semaine dernière, dans notre même village. Il y a un autre élément, c'est l'appartenance sociale de la personne déviante et aussi de la victime de cette déviance. Par exemple, si l'auteur de la déviance, c'est une personne qui fait partie justement des classes populaires, des minorités sociales, etc., on va beaucoup plus facilement la pointer du doigt comme étant déviante que si c'est une personne haut placée, avec une certaine image, une réputation, etc. Du côté de la victime, c'est pareil. Si la victime est une victime importante, entre guillemets, d'une classe sociale importante, on va plus pointer du doigt l'action déviante que si c'est une victime dont tout le monde se fout et qui limite on pourrait dire qu'elle a mérité d'être victime de la déviance. Donc on a dit qu'il y avait le temps, il y a l'appartenance sociale, mais il y a aussi les conséquences de la déviance. Parce que dans un même contexte, une action déviante peut avoir des conséquences inexistantes. Par exemple, je sais pas, ça va être deux hommes qui couchent ensemble et donc à travers leur homosexualité, ils vont être perçus comme déviants. Bon, les conséquences derrière, c'est qu'on s'en fout, il se passe rien. Mais par contre, dans ce même contexte, si ces deux hommes couchent ensemble et que du coup ça casse un mariage, ça fait qu'une famille va se retrouver complètement dévastée, les enfants qui vont partir, ou peut-être la femme d'un des deux hommes va se suicider, enfin bref, s'il y a des conséquences graves derrière, et ben là peut-être qu'on va mettre l'accent sur le fait que l'homosexualité c'est de la déviance. C'est un exemple, hein, mais on pourrait en donner d'autres. Donc pour récapituler, il y a le temps, l'appartenance sociale de l'auteur et de la victime, et les conséquences suite au comportement déviant. Donc à nouveau, on en revient à une pensée qui dit en gros, définir la déviance, c'est pas juste l'acte en soi, c'est aussi tous ces éléments qui vont venir influencer ou non notre vision de la déviance. Donc maintenant, il faut qu'on réfléchisse à ces fameuses normes sociales. Qui est-ce qui les propose? Qui est-ce qui les met en place? Qui est-ce qui les fait appliquer? Sous quelle forme c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Peut-être que c'est des normes qui sont implicites, des traditions orales de génération en génération. Bref, il faut qu'on se penche
penche sur la question de c'est quoi ces normes et d'où elles sortent. Donc l'auteur nous explique que les normes sociales sont instituées par des groupes sociaux, forcément, mais comme on vit dans une société où il y a plusieurs groupes sociaux qui se côtoient au quotidien, et ben forcément on va se retrouver avec des groupes qui sont plus ou moins d'accord avec les normes en place à un moment donné. Et ce fameux groupe qui décide et qui a le dernier mot sur quelles sont les normes à respecter dans une société, c'est forcément un groupe qui est dominant dans la société, sinon on ne lui reconnaîtrait pas la capacité de pouvoir établir ces normes. Donc il dit qu'il nous faut un modèle qui prenne en compte que le comportement déviant se développe en fonction d'une séquence ordonnée au fil du temps. Que ce n'est pas juste, pouf, il s'est passé ça et tu deviens déviant. Non, il y a tout un processus, tout ce qu'on appelle une carrière de déviance qui s'installe. La première étape pour devenir un déviant, c'est déjà de commettre un acte de transgression des normes. Parfois, l'individu peut avoir conscience qu'il transgresse une norme et d'autres fois, la plupart du temps, il fait cette chose, mais il ne sait pas forcément que c'est considéré comme déviant aux yeux de la société. Ça peut commencer très jeune, hein, ça peut être dans un contexte un peu flou. Et donc, l'auteur, il part du principe que la plupart des personnes ne se rendent pas forcément compte qu'elles sont en train de commettre des actes déviants. À partir de là, lorsque la personne commet l'acte de transgression, on va lui étiqueter l'étiquette de déviant et ça provoque la deuxième étape de la carrière de déviant qui est le processus d'engagement. L'individu continue de transgresser les normes de façon plus ou moins régulière et donc il adopte certaines lignes de conduite. Si on reprend l'exemple des personnes qui fument du cannabis, tu vas fumer un premier pet, t'es dans l'étape 1, mais du coup ensuite progressivement tu vas explorer certaines habitudes, certaines manières de consommer, etc. Sûrement d'abord dans ton coin, en te renseignant un peu à gauche à droite. Et donc là, tu commences un peu à tisser le début de ta carrière de déviant. La troisième étape, donc après le processus d'engagement, c'est le développement pour des intérêts de déviant. Donc c'est quand on va commencer à apprendre vraiment les codes, les habitudes d'un groupe qu'on va appeler une sous-culture. Il va commencer dans la troisième étape à développer des intérêts communs avec des personnes qui font la même transgression que lui et s'intégrer du coup progressivement à cette sous-culture. À ce sujet, il y a un passage très intéressant du livre sur l'individu qui commence à s'engager dans la sous-culture. L'auteur, il nous dit « Avant de se livrer à ces activités avec plus ou moins de régularité, la personne n'a aucune idée des plaisirs qu'elle peut en retirer. C'est au cours des interactions avec des déviants plus expérimentés qu'elle apprend à prendre conscience de nouveaux types d'expériences et à les considérer comme agréables. » Donc en fait, ce qu'il veut dire, c'est que c'est au moment où on commence à développer des intérêts communs avec les autres déviants, entre guillemets, plus expérimentés, que l'on va vraiment apprendre à apprécier cet acte déviant qui au départ n'était juste qu'une idée un peu farfelue, peut-être irréfléchie, peut-être même inconsciente, mais au contact de ces autres individus déviants plus expérimentés, on va vraiment développer un goût pour ce comportement déviant. La quatrième étape de la carrière de déviant, c'est l'acquisition d'un nouveau statut. C'est-à-dire que là, l'individu s'est intégré dans la sous-culture, il a développé un goût pour ses activités déviantes, et donc là, il va carrément peut-être même revendiquer sa nouvelle identité et donc changer de statut aux yeux des personnes qui l'entourent. Ça peut être sa famille, ses enfants, les personnes de son entourage proche qui vont voir qu'il justement il y a un changement dans la personne en question. Et pourquoi l'individu déviant va se mettre à s'identifier comme faisant partie de cette sous-culture, tout simplement parce qu'au préalable, on lui a foutu une étiquette dessus qui disait « Hey, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est déviant ». Et donc, comme il n'a plus pu s'identifier à la société normale, entre guillemets, à cause de l'étiquetage, l'individu, il va devoir chercher une autre forme d'identité qui colle avec la réalité de ce qu'il pense être. La dernière étape de la carrière de déviant, c'est l'entrée dans un groupe déviant organisée, et là c'est le moment où l'identité déviante va se cristalliser, où vraiment il y aura comme une fusion entre cette identité et l'individu qui ne pourra plus se percevoir autrement qu'à travers ce groupe dit de déviants. Howard Baker nous dit « En simplifiant, on peut résumer l'argument en quelques mots.
Ce ne sont pas les motivations déviantes qui conduisent au comportement déviant, mais à l'inverse, c'est le comportement déviant qui produit au fil du temps la motivation déviante. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, les personnes qui sont perçues comme déviantes dans la société, la plupart du temps, n'ont pas souhaité devenir déviantes, mais que ce souhait en fait de se marginaliser et d'assumer pleinement le fait d'être hors de la société normale entre guillemets est né du comportement initialement, parfois, comme je l'ai dit, parfois peut-être même inconscient. Donc, comment on fait pour contrôler, réguler une société dans ces conditions? Puisque maintenant qu'on sait, selon Howard Baker, comment se crée la déviance et comment elle est produite socialement, lui, il explique en gros que le contrôle social s'exerce à partir de l'application de sanctions et de récompenses. En gros, on va punir les gens qui vont adopter les comportements qu'on a établis comme déviants et on va récompenser ceux qui ne le font pas. Mais forcément, ce serait trop difficile de contrôler toute une société seulement à coup de punitions et de récompenses. Donc, il va dire qu'il y a des moyens beaucoup plus subtils en fait pour pouvoir contrôler la société et la réguler. Il va dire en gros que à côté de ces sanctions et de ces récompenses, on va créer tout un imaginaire autour des activités concernées comme étant déviantes pour justement alimenter une forme de stéréotypes, de stigma autour d'une activité déviante et dissuader les personnes de devenir déviantes. Ensuite, il va s'intéresser aux personnes qui font appliquer les normes. Il y a ceux qui les décident et ceux qui font en sorte qu'elles soient respectées. C'est la logique des différents pouvoirs dans une société. Donc, dans le premier cas, les personnes qui établissent les normes, ce serait le pouvoir législatif, qui crée les lois, etc. Et là, pour les personnes qui font appliquer les normes, ce serait le pouvoir judiciaire. Pour en revenir à l'exemple des consommateurs de cannabis, un même policier qui a exercé pendant des années, pendant la période où le cannabis n'était pas illégal et qu'il est devenu un problème dans la société, et ben ce même flic, peut-être qu'au début de sa carrière, il n'en aurait rien eu à taper, peut-être que même lui il consommait du cannabis même pendant qu'il était policier, et là, pouf, la loi arrive, pouf, la loi établit que le cannabis est illégal, et donc si on poursuit pas les consommateurs de marijuana, même si nous on en est un, qu'est-ce que ça va dire à la société de notre travail? Si la loi dit que c'est illégal et que nous on doit faire appliquer la loi, il faut quand même qu'on puisse justifier nos actions, parce que sinon notre travail ne servirait à rien si on ne punit pas les déviants, puisque c'est notre boulot. Et donc à travers cet exemple, Howard Baker il dit qu'en gros, les personnes qui font appliquer la loi, si ça se trouve en fait, elles en ont rien à faire des comportements déviants, probablement qu'elles en ont elles-mêmes, probablement qu'en fait elles sont même, si ça se trouve, contre l'idée de punir la déviance, mais que comme leur travail c'est de faire appliquer la loi, il faut pouvoir le justifier en appliquant cette loi et donc en punissant les déviants. Et tout ça, ça sert à renforcer l'idée de base de Howard Baker qui est de dire que c'est la société qui produit la déviance parce que c'est parce qu'il y a des gens qui vont punir les déviants qu'on va dire qu'il y a de la déviance dans la société, parce que si ces gens ne les punissaient pas, personne ne considérait que ça le serait. Entre autres, puisqu'on vit dans une société qui justement accorde beaucoup d'importance aux forces de l'ordre, à l'autorité, etc. Et que la plupart des gens, ils croient en ces institutions et en gros, si un policier arrête une personne, c'est bien parce qu'il y a une bonne raison, c'est bien parce que cette personne est déviante. Et s'il y a des gens qui font des lois derrière pour en arriver là, c'est bien parce qu'il y a de bonnes raisons de penser que c'est déviant. Sauf que comme on peut le constater et comme on l'a déjà dit, la déviance en fait, elle n'est pas une caractéristique immuable, figée dans le temps, et elle peut cacher d'autres choses plus complexes, des intérêts, des conflits d'intérêts, des problèmes de discrimination dans la société, des enjeux monétaires, ça peut être plein de choses. Sauf que pour Howard Baker, tout ça, ça va être masqué par l'étiquette de déviance, et donc à travers l'exercice des forces de l'ordre, on va juste justifier, établir que regardez, ça se passe comme ça, point barre, c'est parce que c'est déviant, et il n'y a pas de
de discussion à avoir là-dessus. Et pour Howard Baker, il y a un problème encore qui s'ajoute à ça, c'est que souvent les personnes qui vont travailler dans ces institutions vont développer une vision extrêmement pessimiste de la nature humaine à cause de leur quotidien. Tout simplement, tous les jours, elles sont confrontées à des comportements de personnes qui vont être considérés la plupart du temps comme des comportements déviants. Et donc, cette expérience quotidienne au travail fait que ils vont renforcer leur idée comme quoi les humains sont horribles, forcément il faut les punir, il faut contrôler la société, etc. Les personnes qui font appliquer la loi ne peuvent exister que si on est dans une logique dans laquelle elles sont nécessaires, et donc forcément dans une logique dans laquelle les personnes, d'une manière ou d'une autre, doivent être punies, parce que cette déviance doit être contrôlée. Pour pouvoir faire tout ça, il faut imposer le respect de sa fonction. Parce que si on respecte pas les gens qui font appliquer la loi, eh ben là, franchement, il n'y a plus rien qui va dans ce contexte social, puisque justement, c'est eux qui doivent réguler et contrôler la société. À partir du moment où on a des individus qui ne respectent pas ceux qui font appliquer les lois, eh ben, ça remet en question tout le système. L'auteur nous dit, à propos des individus qui font appliquer la loi, c'est pourquoi une bonne part de son activité ne consiste pas directement à faire appliquer la loi, mais bien à contraindre les gens dont il s'occupe à le respecter lui-même. Cela signifie que quelqu'un peut être qualifié de déviant, non pas parce qu'il a effectivement enfreint la loi, mais parce qu'il a manqué de respect envers celui qui est chargé de la faire appliquer. Je pense que j'en ai assez dit pour ce livre, j'aurai encore d'autres éléments que j'ai relevés à te partager, mais à mon avis ça fait une bonne conclusion. Déjà, je t'ai envoyé beaucoup d'informations, c'était très dense. Donc voilà, j'espère que ça t'a intéressé. Si tu veux soutenir mon travail pour que je continue à faire mes vidéos de manière indépendante, tu peux faire un tour sur mon Utip et me faire un petit don, même si c'est juste 1 euro, ça fait déjà la différence dans mon quotidien. Et d'ailleurs, je remercie infiniment toutes les personnes qui le font. Ça m'aide beaucoup et j'en suis infiniment reconnaissante. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as appris des choses. N'hésite pas à réagir dans les commentaires si t'as envie de le faire. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.